Un podcast France Culture. Il y a 130 espèces de corvidés dans le monde et une dizaine en Europe. Dans cette série, nous n'avons pas encore parlé de celui qui est peut-être le plus filou, le plus malin. C'est aussi un des meilleurs imitateurs parmi les oiseaux. Il s'agit du geais des chênes. Et il m'a bien roulé plusieurs fois celui-là, lors de mes balades en forêt. Un jour, je croyais avoir entendu un loriot, puis une chouette hulotte, que je cherchais désespérément dans les feuillages, et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un geais qui jouait à les imiter. Il imite même le chat, voire des bruits humains. Pourquoi imite-t-il ainsi d'autres animaux, le geais ? Mystère. Moi, j'aime croire qu'il le fait par jeu. En plus de ce talent d'imitateur, le geais des chênes est surtout un vrai forestier. À l'automne, le plus coloré de nos corvidés planque des glands et des faînes de hêtres dans des milliers de cachettes. Sa mémoire prodigieuse lui permet de les retrouver quand il en a besoin, même en hiver sous la neige. Dans ce dernier épisode de notre série sur les corvidés, je vais vous parler de la mémoire d'éléphant du geais des chênes et aussi de celle non moins phénoménale de son cousin beaucoup moins connu, le casse-noix moucheté, un montagnard qui dissémine les graines d'un pin, la rolle. 4e épisode, geais et casse-noix, les cousins sommeurs de forêt. Il y a tout dans le nom scientifique du geais des chênes. Garrulus glandarius. En latin, Garrulus se traduit par le bavard, le gazouilleur. Et glandarius, ça veut dire le ramasseur de glands. Le geais fait varier ses menus selon la saison. Comme les autres corvidés, c'est un opportuniste omnivore. Dans le cas du geais, et c'est un beau mot, on dit qu'il thésaurise, comme l'écureuil de la caisse d'épargne. Ça veut dire qu'il stocke de la nourriture en prévision des jours mauvais, des jours de disette. Le geais glane les graines tombées à terre. Il les sélectionne rigoureusement en fonction de leur maturité, de leur taille, de leur qualité. Il évite soigneusement celles qui sont véreuses. Et un peu comme un hamster, il peut en mettre jusqu'à 9 dans sa poche sublinguale. Son caddie, quoi. Les geais sont très efficaces. Une étude allemande a révélé qu'il a suffi d'à peine 20 jours à 250 geais pour sécuriser 3 tonnes de glands d'une chaînée. Et une fois qu'il a fait son marché, le geais va les cacher. Valérie Dufour, notre spécialiste du comportement des corvidés, nous explique maintenant le prodigieux mécanisme de la mémoire qui est à l'œuvre ici. Il y a des expériences aussi très intéressantes sur la compréhension du temps chez les corvidés. Et celles-là, pour moi, c'est celles qui sont à la fois les plus intéressantes et les plus importantes à creuser. Donc, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ce sont des oiseaux, donc ils cachent leur nourriture. Et on sait qu'ils sont capables de cacher différents types de nourriture et de se souvenir de où ils les ont cachés. Donc, il y a certains geais, par exemple, qui peuvent se remémorer plus de 4000 sites de cache. Ce qui est intéressant, c'est que quand on teste ça en laboratoire, on se rend compte qu'ils savent ce qu'ils ont caché, quand ils l'ont caché et où ils l'ont caché. Et ces 3 éléments-là, c'est ce qu'on appelle de la mémoire de type épisodique. C'est quelque chose qui, chez l'humain, correspondrait au fait de se souvenir d'un événement dans le passé. On sait que, comment on a appris que le feu, ça brûlait, par exemple, parce qu'un jour, on a mis la main près d'une bougie, on s'est brûlé et notre maman nous a dit « T'as vu, attention, le feu, ça fait mal ». Donc nous, quand on se remémore cet événement-là, c'est la mémoire épisodique. Et en gros, a priori, les geais et d'autres, les pies aussi par exemple, auraient ce type de compétences. Se remémorer quoi, quand et où. Les glands se conservent pendant tout l'hiver. Et le geais en consomme beaucoup au printemps, lorsque la recherche d'insectes pour élever ses jeunes accapare tout son temps. Pour retrouver ses réserves, le geais utilise des balises qu'il mémorise toutes soigneusement. S'il estime qu'il en manque, il peut rajouter ici et là quelques petits cailloux. Mais s'ils disparaissent, il est incapable de retrouver la cachette. Dans tous les cas, une partie de ces milliers de glands finit par germer. Le geais est donc le premier reboiseur européen des chênes, des hêtres et d'autres arbres. C'est clairement une espèce ingénieure qui façonne son milieu. En résumé, cette mécanique-là est très bien huilée. Mais il y a plus et il y a mieux. Ces malins ne font pas que cacher des glands en vrac. Ils gèrent les stocks et ils planifient. Le geais se souvient d'où il a caché sa nourriture,
à quel moment et de quel type de nourriture il s'agissait. De cette manière, le jet peut consommer ces aliments avant leur date limite de péremption. Comme nous l'a dit Valérie Dufour précédemment, la mémoire épisodique, que l'on croyait réservée aux humains, est la capacité de se souvenir de quoi, où et quand. Le chercheur britannique Nicolas Clayton de l'université de Cambridge et son équipe ont voulu reproduire le phénomène en laboratoire. Pour ça, ils ont fait appel à un jet buissonnier, un cousin américain de notre jet des chênes. Les chercheurs ont placé ce jet dans une cage à 3 compartiments communiquant entre eux, mais dans laquelle seul le compartiment de droite contenait de la nourriture. Durant 2 heures par jour, pendant 5 jours, les chercheurs ont enfermé l'oiseau dans l'un des compartiments, qui un jour contenait de la nourriture et l'autre non. En gros, c'était aléatoire. Le jet voyait que la ressource n'était pas garantie. Et il n'a suffi que de 6 jours pour que l'oiseau, à chaque fois qu'il le pouvait, prélève de la nourriture dans le compartiment où il y en avait tout le temps, pour la stocker dans les 2 autres où il n'y en avait que de manière aléatoire. Et c'est ainsi que les chercheurs ont conclu que cet oiseau planifiait et que de manière générale, ces animaux-là ont conscience du passé, du présent et du futur. Mais attention, selon Valérie Dufour, ces résultats sont à affiner. C'est vrai qu'en science, il vaut mieux rester prudent. Et malheureusement, récemment, ça a été répliqué et ça marche plus. Donc on n'a pas une réplication exacte et ça pose beaucoup de questions sur les mécanismes qui expliquent la résolution du problème dans le premier cas. A priori, c'est plutôt des éléments de mémoire, le fait de se souvenir ou d'avoir associé le compartiment B au fait d'avoir faim, qui fait que les animaux cachent sans nécessairement qu'ils aient prévu ce qui allait se passer le lendemain matin. Mais ça reste à étudier un peu plus longuement parce que c'est vraiment une question intéressante à résoudre. Quoi qu'il en soit, difficile de ne pas s'étonner devant les capacités et l'utilité du jet des chênes. Je rappelle au passage qu'il fait partie des ésodes, les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, ce nouvel acronyme qui désigne les nuisibles. Les geais sont moins chassés que les corneilles et les freux, mais ils sont tirés et piégés par dizaines de milliers chaque année. Pourquoi ? Parce que les chasseurs les accusent, à raison, d'être des pilleurs de nids. C'est certes vrai, mais comme Valérie Dufour nous l'avait déjà expliqué dans un chapitre précédent, il a été bien démontré par des scientifiques que ces raids ne mettent pas en danger les espèces d'oiseaux prédatés. Ne nous voilons surtout pas la face. Les vrais facteurs de disparition sont bel et bien d'origine humaine. Destruction et fragmentation des habitats, pollution, il y a le climat aussi, mais il y a surtout les chats, une espèce invasive, stricto sensu, quoi qu'on en pense. Les chats sont bien pires pour la petite faune du quotidien que les geais des chênes. Tuer des geais, encore plus en masse, ce n'est pas rendre service à ses voisins sauvages, car le geais est aussi la sentinelle de la forêt. Il a été démontré que l'écureuil roux, les renards et bien d'autres animaux dressent toujours l'oreille quand le geais lance une alerte. Je voudrais finir cette série sur une dernière histoire d'amitié entre un autre arbre et un autre oiseau. Partons en montagne, du côté des Alpes. C'est là que pousse l'arolle, qu'on appelle aussi le pin sembro. C'est un petit pin montagnard avec de longues aiguilles souples. Ses cônes sont beaucoup plus ronds que ceux des sapins par exemple et presque violets. Les graines de l'arolle s'appellent des pignons. Elles n'ont pas d'ailettes et sont plutôt lourdes. La conséquence, c'est qu'elles ne peuvent pas être transportées par le vent. Pour se disséminer, pour coloniser de nouveaux territoires, l'arolle dépend presque entièrement d'un petit corvidé brun moucheté de blanc. Il s'appelle le casse-noix moucheté. Son nom scientifique est presque comique, car il signifie 2 fois casse-noix en latin et en grec. Nucifraga caryocatactes. Le casse-noix est assez original par rapport à ses cousins corvidés. Déjà, il est montagnard, tout comme pour le crave à bec rouge et le chocard à bec jaune, 2 élégants dont j'ai beaucoup trop peu parlé dans cette série. Et je suis d'ailleurs tombé à la renverse la première fois que j'ai entendu le chant du chocard à bec jaune. Pour moi, c'est le plus mélodieux de toute la bande. Si vous vous baladez dans une forêt d'arolle, vous avez de grandes chances d'entendre un casse-noix et avec un peu de patience, de le voir. L'arbre et l'oiseau sont inséparables. Le casse-noix raffole de ses pignons et pourrait difficilement survivre sans. En montagne, il a moins de choix que son cousin, le geais des chênes. Mais comme le geais, les casse-noix du monde entier ont un atout maître pour survivre. On a le casse-noix de Clark qui est capable d'avoir plus de 6000 caches.
Et quand il les retrouve, il en retrouve entre 3 et 4 000, sachant qu'il en a vraiment besoin pour survivre l'hiver. Donc il vit en altitude et il n'a rien d'autre à manger. Donc là, s'il ne retrouve pas plus de 2000 caches dans son hiver, il va mourir. Donc là, ces oiseaux-là retrouvent leurs caches. Ils les retrouvent même si elles ne sont pas marquées par des éléments du paysage. Donc s'ils les ont cachées en plein milieu d'une pelouse, ils retrouvent. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'ils vont avoir tendance à cacher de la nourriture, à mettre des petites feuilles par-dessus différents éléments, des petits cailloux, qui vont être balayés par le vent. Donc le visuel de la cache au moment où ils cachent va être différent du visuel au moment où ils retrouvent. Et pour autant, ils retrouvent exactement la localisation. Donc ça, c'est vraiment intéressant, sachant qu'ils peuvent cacher à plus de 20 km de la zone où ils ont trouvé la nourriture. Les casse-noix sont très différents de leurs cousins corvidés. Déjà, ils partagent volontiers leur domaine vital avec d'autres couples. En cela, ils sont très différents de ces chippies de corneilles. Vous vous souvenez que Valérie Dufour nous avait expliqué que les corneilles défendaient bec et griffes leur territoire contre tous les intrus. L'une des raisons de cette non-agressivité, c'est que les casse-noix ont suffisamment de garde-manger personnels. Les autres, ainsi, ne sont pas considérés comme des concurrents, et ça c'est rare et original chez les corvidés européens. Autre fait notable, contrairement aux autres espèces de corvidés, chez les casse-noix, c'est madame et monsieur qui couvent les œufs et les petits après l'éclosion. En tous les cas, après la razzia du casse-noix moucheté, le pin sembro, la rolle, semble avoir été dépouillé. Tous les cônes sont vidés de leurs pignons. Les observateurs d'autrefois ont longtemps cru que cet oiseau consommait trop de graines d'arole et il a été très chassé à cause de ça. Heureusement, des forestiers attentifs ont fini par se rendre compte que cet oiseau était indispensable à l'arbre. Et il est aujourd'hui protégé dans toute l'Union européenne. C'est même devenu le symbole du parc national suisse. Après avoir emmagasiné une vingtaine de pignons dans une poche sous sa langue, l'oiseau va ensuite les enfouir dans des cachettes creusées dans le sol, puis il les recouvre de mousse et de lichen. Il ira les récupérer pendant l'hiver, même sous une épaisse couche de neige. Le menu du casse-noix se compose essentiellement de pignons, mais aussi de noisettes en plaine, de pignes d'épicéas ou d'autres conifères suivant les régions où il vit. Et il ne dédaigne pas non plus les insectes et les petits animaux. Comme dans le cas du jet des chênes, le casse-noix moucheté ne consomme pas tout ce qu'il cache. Un certain pourcentage de ses graines finissent par germer et donnent naissance à d'autres arolles. Et c'est ainsi que le cycle millénaire se perpétue entre un arbre et l'oiseau qu'il nourrit. Les mécaniques du vivant sont des mécaniques d'horloger suisse. Et récemment, des chercheurs ont affiné la compréhension de ce processus. Contrairement à ce qu'on croyait, les emplacements de ces cachettes sont plutôt défavorables à la germination des graines. Mais elles sont favorables à l'oiseau. Vu que les graines ne germent pas facilement, ça allonge leur date de péremption, de conservation. Et ça, c'est évidemment pratique en cas d'année de disette, par exemple. Malgré tout, c'est un échange de bons procédés, un partenariat. Et c'est loin d'être un exemple unique dans le vivant. Pensez par exemple aux fleurs et aux abeilles, ou aux polypes de corail qui cohabitent avec sa petite algue. Je te nourris, tu me dissémines, sans même le savoir. C'est en tout cas sur ce lien millénaire entre un arbre et un oiseau que s'achève notre série sur les corvidés et leur rôle essentiel dans le vivant autour de nous. Dès qu'on s'intéresse et qu'on respecte ce qui vit autour de nous, il est difficile de résister à la démonstration d'harmonie, de simplicité que nous offre le vivant. Merci d'avoir suivi cette série. Je vous retrouve bientôt pour parler d'autres merveilles. Et d'ici là, prenez soin de vous et aussi de ce qu'il y a autour de nous. À bientôt. C'était Mécanique du vivant, 3e saison, Le Corbeau, par Marc Mortelmans. Avec l'éthologue Valérie Dufour. Conseillers et chargés de programme, Camille Renard, Thomas Biassi, Élodie Piel. Prise de son, mixage, Jason Taous, Stéphane Touvenin. Et la voix de Prudence Castelot. Réalisation, Charlotte Roux. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.